Je m'installe confortablement et consciemment, je détends mon corps. Je porte mon attention sur un point au centre de mon front, juste au-dessus et derrière les yeux dans mon corps. C'est là que je réside, dans le corps, au centre de mon front. Moi, l'âme, juste au-dessus et derrière les yeux dans mon corps. C'est là que je réside. Je ne suis pas mon corps, je suis celui qui l'anime. Je suis le conducteur et ce corps est mon véhicule. Je ne suis ni mes yeux, ni mes oreilles. Ce sont mes fenêtres ouvertes sur le monde. Je suis le locataire et je regarde vers l'extérieur par les fenêtres. Je concentre mon attention sur moi-même, sur l'intérieur. J'ignore toutes les pensées perdues et les distractions. Et je commence à ressentir ce que je suis réellement. Un minuscule point d'énergie concentrée, vivant et bien conscient. Je suis également conscient que j'émets des vibrations, de l'énergie. Je suis un être de lumière. J'émets de la lumière. Je suis la lumière de la conscience. Je suis la lumière éternelle, impérissable. Je suis l'âme. Je me perçois comme un point étincelant, rayonnant. En comprenant qui je suis et ce que je suis, je sens jaillir en moi une vague de paix et de liberté. Je garde la conscience d'être une âme. C'est ma véritable conscience originelle. Sans forcer, je maintiens cette conscience aussi longtemps que possible. Et quand je me sens prêt, je ramène doucement mon attention dans l'ici et maintenant. Et je garde précieusement le trésor de paix que j'ai redécouvert dans ma méditation.
Alors, bienvenue tout le monde. Om Shanti. Alors, avant de me lancer dans les zones de confort et d'inconfort, ceux qui n'ont pas prévu d'activité pour demain soir, vendredi soir et samedi soir, j'ai quelque chose pour vous. Alors, demain soir, il y a une nouveauté, c'est un nouveau cours. En fait, c'est pas un cours, c'est une session de méditation qui va être donnée de façon assez ponctuelle comme cela. Et demain, ce sera donc une nouvelle expérience de méditation. Donc, c'est une soirée consacrée à l'expérience de la méditation. Vendredi soir, c'est une conférence en anglais sur le thème du temps. Donc, les deux activités sont à 19h. Et samedi, il y a un atelier pour les enfants. Donc, c'est de 14h à 16h. Et donc, les enfants sont les bienvenus. Une inscription est préférable. Et pour les parents, on s'en occupe. On fait les rôles inversés, comme je dis à chaque fois. On fait du parent-sitting. On s'occupe des parents, puis pendant ce temps-là, les enfants s'amusent. Alors, étiez-vous confortable en méditation? Hein? Maintenant, est-ce que ça vous ennuie si je vous sors de ce confort? Puisque le thème est comment sortir de ces zones de confort et qu'est-ce qui se passe quand on sort de ces zones de confort. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de moments dans lesquels vous étiez forcé de vous sortir de vos zones de confort? Ouais. Ça arrive souvent, occasionnellement, de temps en temps. Est-ce que c'est volontaire ou c'est involontaire? Parce qu'il y a deux approches. On peut se sortir soi-même de ces zones de confort volontairement, ou des fois on est forcé de sortir de ces zones de confort par les autres, par les situations. Et les deux sont pas, c'est pas la même dynamique dans chacun des deux. Et en même temps, il y a deux types de zones de confort. Il y a des zones de confort confortables, puis il y a des zones de confort inconfortables. Mais l'idée, c'est que des fois, même si c'est inconfortable, on préfère rester dans cet inconfort plutôt que de faire face à quelque chose encore plus inconnu ou encore peut-être plus inconfortable. Et malheureusement, des fois, souvent, les zones de confort sont en fait pas confortables du tout. Par exemple, quelqu'un qui est gêné. Quelqu'un qui est gêné. Là, il est en public, il y a du monde, puis là, il y a un micro qui passe, puis là, il dit « Oh my God, ça va venir à moi, là, et on va me demander de parler en public. » Là, il est très inconfortable. Il ne veut pas parler en public, ou elle ne veut pas parler en public. Mais c'est plus confortable de rester timide et ne pas prendre le micro que d'oser prendre le micro et de se mettre à parler en public, non? Donc la zone de confort, elle n'était pas vraiment confortable. Dans un autre exemple, quand il y a des conflits entre deux individus, on n'est pas bien avec quelqu'un, on voudrait dire quelque chose. On ne sait pas comment la personne va le prendre, on ne sait pas si ça va bien sortir. Donc on n'est pas vraiment bien, mais on n'est pas prêt non plus à sortir de cette zone-là. Et donc on se dit, je vais plutôt rester comme ça. Donc on va appeler ça une zone de confort, même si en fait elle n'est pas confortable. Donc c'est plus une zone de limitation, une zone de sécurité, une zone de terrain connu, plus qu'autre chose, que c'est pas toujours des vraies zones de confort. Et des fois on décide d'en sortir soi-même, puis des fois c'est les autres qui viennent nous sortir de ces zones de confort. Alors on est souvent pris dans cette dynamique. Et je regardais un documentaire sur les animaux, je trouve ça fascinant, le monde des animaux. Il montrait un pauvre petit crabe qui a tous les jours le même dilemme, c'est que il vit dans des zones à marée, donc il y a les marées de l'océan. Et lui, donc, il est dans une zone où il peut vivre dans un certain sens, mais quand la marée descend, la marée libère en fait toute une zone qui est sa zone d'alimentation. Et le petit crabe, il faut qu'il attende que la marée baisse, puis après il faut qu'il se rende dans cette espèce de belle zone de verdure, d'algues très spécifique qu'il peut manger, puis c'est ça sa nourriture.
Seulement entre son lieu d'habitat et la zone de pâturage, ben c'est une zone de guerre totale. Puis il faut qu'il traverse un champ miné carrément. Et là, il montrait tout le genre de... T'as deux espèces qui n'attendent que ça, parce que ces deux espèces-là, elles se nourrissent de crabes qui traversent cet endroit-là. Et là, il montrait, écoute, maintenant avec la technologie, c'est fascinant de voir comment ils arrivent à filmer ça. Écoute, on dirait presque que les crabes sont dressés, puis qu'on leur dit « Ok, attends, vas-y, ok, je suis prêt, vas-y, go ». C'est hallucinant, la proximité, les couleurs. Puis tu vois tous les crabes sauter, puis c'est une espèce d'anguille qui arrive à sortir de l'eau, qui arrive à croquer les crabes avec ses dents. Écoute, et puis il montrait même des images à travers la bouche, tu vois les dents. C'était fascinant. Puis le petit crabe, là, lui, faut qu'il sorte de sa zone de confort. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il aille se nourrir. Et nous, pourquoi est-ce qu'on sortirait de nos zones de confort? Qu'est-ce qui ferait que dans un moment de conflit, on se dise, ben là, je suis pas sûr, mais il faut que j'y aille. Ou pourquoi un jour on dirait, ok, j'ai pas envie de parler en public, mais je vais parler en public. Qu'est-ce qui nous motiverait à sortir de nos zones de confort? C'est plus le confort, on a reconnu l'inconfort, puis on veut sentir. Toi, tu dis un gain. Ouais. La question que j'aurais posée, c'est est-ce qu'il y en a qui se trouvent parfaits tels qu'ils sont? Puis qui finalement se disent, écoute, tout va très très bien, Madame la Marquise, je suis parfait, pas besoin de changer. Il y en a qui se sont déclarés parfaits. Dites-moi votre recette. Donc, si on est surtout ici, qu'on vient à un centre de méditation, en général, on a tous compris qu'il y a une possibilité de s'améliorer, non? On sait tous qu'il y a comment on est aujourd'hui, puis comment on pourrait être autrement. Et on a compris par la spiritualité que peut-être qu'en étant différent, on peut vivre beaucoup mieux, plus heureux, on peut vivre mieux, on peut s'épanouir, on peut grandir spirituellement. Et plus on arrive à avoir une vision de ce à quoi on peut aspirer, plus on va être motivé à faire quelque chose pour atteindre cet objectif, non? Et c'est là où on se retrouve comme le petit crabe qui se dit, moi, ma salade, elle est là-bas. Il faut que je traverse un champ de mine. Et il y a des obstacles, il y a des monstres, il y a des méchants, puis il y a des risques associés à cela. Et c'est ça notre dilemme en spiritualité, c'est qu'on veut progresser, on veut être différent, et on veut surtout quitter les zones de confort qui sont en fait très inconfortables. Mais on a peur de sortir de ces zones-là. Et on ne sait pas si on est équipé pour le faire. Il y a des risques associés. Il y a toujours des risques associés. On veut des gains, mais le risque, c'est une perte. Oui, de perdre. Puis on perd lourd. Des fois, c'est mieux de rester dans son petit coin, pas faire de bruit, rien dire, souffrir en paix ou souffrir en peine et éviter une catastrophe qui serait un plus gros échec. Alors, des fois, on est pris dans cette espèce de prison qui fait qu'on n'arrive pas à sortir. Alors, il y a plusieurs méthodes. Des fois, un mantra qu'on m'avait donné une fois, c'était « Fais semblant jusqu'à ce que tu puisses le faire vraiment ». En anglais, c'est « Fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que tu saches le faire vraiment, jusqu'à ce que tu puisses le faire vraiment. Bon, c'est une formule qui était intéressante, qui dit en fait que il n'y a que nous qui savons qu'en fait on est inconfortable puis qu'on n'est pas bien dans notre façon d'être quand on se met à agir autrement. Les gens de l'extérieur, ils ne savent pas. Il y a des gens, des fois, ils performent en public puis on se dit « Waouh, toi, tu n'as vraiment pas le trac quand tu n'es pas nerveux. » Puis ils disent « Non, non, je suis mort de trac. » Ça ne se voit pas. Des gens, on va leur dire oh, « Tu as vraiment une grande confiance en toi, c'est incroyable, comment tu arrives à faire ça? » Puis la personne, vous allez découvrir qu'elle est une angoissée profonde. Mais elle arrive à
faire quelque chose qui de l'extérieur a l'air très très courageux, très bien, mais intérieurement ils sont rongés par le doute, par l'insécurité, etc. Je ne dis pas que ça c'est une bonne méthode, mais des fois c'est un acte de courage. Et peut-être qu'un jour, à force de le répéter, ils arriveront à être comme ça extérieurement et le devenir intérieurement aussi. Des fois ça prend très longtemps. Moi, étrangement, j'étais incapable de parler en public il y a longtemps. Je devenais super nerveux, j'avais le tout de travers, j'avais aucune idée quoi dire. J'étais vraiment pas à l'aise du tout en public. Puis ça m'a pris énormément de situations dans lesquelles c'était presque embarrassant, je dirais. Où de l'extérieur, les gens, je pense qu'ils disaient, en tout cas, on peut pas dire qu'il a pas essayé. Les intentions sont bonnes, il a l'air sympathique. Mais bon, ils voyaient bien que j'étais en sueur, puis que je tremblais, puis que c'était pas très très clair mon truc. Et ça a pris vraiment longtemps avant d'être capable de mieux m'en sortir. Et je me suis rendu compte que pour réussir, dans mon cas, à parler en public, pour désamorcer les mines ou les bombes qui étaient sur mon chemin, il fallait que j'utilise l'humour. Et c'est comme ça que j'ai développé un certain sens de l'humour en disant, l'humour, ça brise la glace, ça crée un rapport qui fait en sorte que je me sens moins menacé par les autres. Parce que souvent, si on commence des fois une présentation très sérieuse, personne ne dit rien, ils te regardent, puis là, ça y est, tu pars dans ta paranoïa, ils aiment pas, ils pensaient pas bon, en fait, c'est vraiment pas bon. Alors que si tu commences avec une blague puis que tout le monde rit, tu dis, ah bon, ça va, on est tous ensemble. Et ça désamorce, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, d'autres font d'autres choses. Mais c'était véritablement une épreuve pour sortir d'une zone de confort beaucoup plus à l'aise, assis à écouter quelqu'un, que de me mettre à parler devant les autres. Et ça a pris du temps, puis après on sort de cette zone de confort, puis après on le fait. Maintenant, après, c'est toujours pareil. Parler devant 10 personnes, c'est bien. Je ne sais pas du tout comment je me comporterais s'il fallait être au stade olympique avec 60 000 personnes. Peut-être j'aurais le même problème, puis il faudrait que je trouve une très 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 grosse joke pour briser la glace. Ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Alors on a toujours des zones d'inconfort qui deviennent des zones de confort, puis qu'il faut briser encore. Plusieurs m'ont entendu raconter une autre expérience animale qui est passionnante, et c'est la croissance des crustacés, des homards, écrevisses. Et vous savez comment ils grandissent, ces animaux? Et c'est absolument fascinant de voir ça, c'est que eux, leur carapace, elle peut pas grandir. La carapace d'un écrevisse ou d'un homard, elle est ferme. Et la seule méthode pour eux de grandir, c'est de sortir. Puis les crabes font la même chose, ils sortent. Certains crabes, pas tous, certains crabes, ils sortent de leur coquille, ce qui est assez particulier. Et là, ils deviennent un bonbon pour tous les prédateurs, surtout ceux qui sont vieux puis qui n'ont plus de dents. Alors eux, c'est très bon. Parce qu'un homard avec la carapace, c'est un peu difficile à croquer. Mais un homard qui sort de sa carapace, il est tout cuit, là, presque. Et là, il doit sortir, se gonfler d'eau pour atteindre une taille supplémentaire, donc il passe de petit à médium. Et là, il se gonfle d'eau. Puis sous cette espèce de grosseur artificielle, il recrée une carapace. Et après, dans cette carapace, il libère l'eau. Et là, il peut grossir au niveau de la chair. Puis quand sa chair atteint encore le maximum, là, il y a encore un problème. Puis il faut qu'il recommence encore. Et le homard fait ça 6 fois dans sa vie. Donc il y a 6 chances de se faire manger tout cru par les prédateurs. Et on dit que c'est une très belle métaphore pour notre progrès personnel. Parce que souvent on est forcé de sortir de nos carapaces pour prendre du volume, prendre une nouvelle conscience, développer une réalité qui s'adhère à cette conscience, puis grossir, puis encore grossir, puis encore grossir. Une autre façon de voir les choses, c'est qu'on dit quand on progresse à l'école, qu'est-ce qui se passe? Faites votre primaire, vous avez des petits examens assez faciles,
on passe l'examen, on passe en éducation secondaire. Hop. Plus on étudie, plus les examens sont difficiles. Et à l'école, on l'accepte. Et dans la vie, est-ce qu'on l'accepte aussi? Que plus on progresse spirituellement, plus les épreuves vont être difficiles. Est-ce que c'est une équation qu'on aime ou on pense que ça devrait être l'inverse? On a des fois envie que ce soit l'inverse, non? Et quand on nous dit plus on progresse spirituellement parlant, plus les examens sont difficiles. Et c'est normal. Si tu arrives à l'université je sais pas, en ingénierie, puis on te pose comme examen, bon, 1 plus 1. Ben là, tu dis, ben là, pourquoi je ferais ça? Là? C'est pas ça le truc. Quand tu arrives en ingénierie, l'examen va être très difficile. Si tu passes encore plus loin dans les thèses, les doctorats, c'est sûr qu'on va encore confronter davantage. Puis si tu vas avoir un prix Nobel de sciences, d'ingénierie, tu vas devoir prouver des choses énormes. Et en spiritualité, c'est la même chose. Et changer de zone de confort, c'est simplement passer un examen, c'est simplement quitter une carapace qui est de toute façon trop petite. Et l'art de sortir de sa zone de confort sera en fait de faire en sorte de voir comment rendre une zone d'inconfort confortable. Et en fait, les zones ne sont pas inconfortables. C'est moi qui ne me sens pas à ma place. C'est moi qui n'arrive pas à créer un confort dans la zone d'inconfort. Et ce qui nous manque dans ce cas-là, c'est de l'information. Quelqu'un qui a peur de parler en public, qui se retrouve avec le micro, ben, il faut qu'il trouve une pensée qui va lui permettre de réaliser qu'en fait, la meilleure chose à faire pour lui à ce moment-là, c'est de parler dans un micro. Et si sa conscience, c'est de dire la pire chose à faire en ce moment, c'est de parler dans un micro, il est très inconfortable. Mais s'il trouve la raison pour laquelle la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de parler dans un micro, ben là, ça va complètement changer. Et souvent, c'est qu'on n'a pas ouvert notre conscience à une autre réalité. De voir, j'avais une amie qui m'a dit quelque chose de fabuleux l'autre jour et je lui disais que je me posais des questions sur certains aspects. On parlait vraiment de nos propres cheminements spirituels. Puis je dis, ben moi, je me pose des questions sur, où je vois les problèmes encore à résoudre, puis j'essaye de trouver les solutions. Puis elle me dit, tu sais, des fois, c'est pas la question qui est si importante. C'est la façon dont tu poses la question qui est importante. Et elle me disait, par exemple, si tu n'es pas à l'aise dans un travail que tu fais, tu peux te dire, bon, mon problème, je suis pas à l'aise dans le travail que je fais, parce que je me sens comme ci, je me sens comme ça, ou telle personne m'agace. Ou... Ça, c'est une analyse qu'on a, voici le problème, je cherche la solution. Mais elle me dit, c'est pas la bonne question. Ou tu peux formuler différemment. C'est te dire, dans ton travail, qu'est-ce que tu obtiens comme bénéfice? Qu'est-ce qui te permet de te réaliser? Qu'est-ce que tu as le sentiment d'accomplir à travers ton travail? Et s'il n'y a rien comme réponse, ben là, c'est peut-être le temps de changer de travail. Mais possiblement que tu vas trouver des façons de voir différentes. Et la vraie question n'était pas « c'est quoi le problème avec mon travail ?» Mais la vraie question, c'était « quels sont les bénéfices que je retire du travail que je fais ?» Et ensuite, je pourrais ajuster peut-être certaines choses. Mais si j'ai oublié, et si j'ai pas mis l'accent, et si j'ai pas posé mon regard sur les aspects positifs, à ce moment-là, je démolis tout. J'approche la situation qu'avec le négatif. Et c'est pas très très productif. Sortir de sa zone de confort veut dire trouver le confort à l'extérieur de sa zone de confort. De voir autre chose qui tout à coup me paraît comme étant peut-être la meilleure solution. Moi, un autre exemple, c'était amener sa voiture au garage, puis tout à coup se faire dire qu'on va la mettre sous respirateur artificiel, puis qu'on ne sait pas si elle va survivre. Puis là, j'avais pas prévu ça. Et moi, j'ai une zone de confort qui est métro, auto, boulot. Dodo, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y a beaucoup de auto, boulot, boulot, auto, boulot. Il y a un peu de dodo. Et je me disais,
OK, une journée de transport en commun, c'est une belle expérience d'humanisme profond, anthropologique, d'observation de la race humaine, c'est très bien. 2 jours, ça commence à devenir bon. J'approfondis mon expérience anthropologique. 3 jours, je pense que j'ai compris elle va comment ma voiture. Puis on a dit, ben là, ça va durer combien de temps? Et là, je me demandais, est-ce que je serais prêt à envisager un scénario dans lequel, en fait, cette zone d'inconfort, si je me disais, est-ce que c'est pas le moment d'envisager un autre mode de vie? Puis il y en a plein qui le font pour des raisons environnementales, économiques ou autres, et de dire, tiens, pourquoi pas, peut-être que maintenant je conduis moins, peut-être que je pourrais devenir transport en commun. Et donc je me suis amusé à complètement changer mes paramètres de pensée et de me dire, de me voir avec tous les avantages que représente le fait d'aller en transport en commun. Je ne dis pas que je vais le faire, mais j'ai fait l'exercice. Et ce que j'aimais, c'était de me voir complètement différemment. Parce que, honnêtement, pour quelqu'un qui a une voiture depuis des années, depuis toujours, en fait, je me rendais compte qu'en me projetant vers un utilisateur, un usager des transports en commun, ça changeait mais tout. J'avais besoin tout à coup d'un sac différent, parce qu'en voiture, tu mets tout ça dans le coffre, puis pas de souci. Alors là, c'est toujours dans les transports en commun. Ton porte-monnaie, tout devient un détail, il faut tout ajuster. Tenue vestimentaire, tu t'habilles pas de la même façon. Faut s'ajuster, tout changeait. Le fait de marcher dans la rue, je me disais, ah, c'est génial. Tu sais, en voiture, à 60 km/h dans les bouchons, enfin non, ça marche pas. Soit à 10 km dans les bouchons, 60 km quand il n'y a pas de bouchons, ou 50, tu les vois pas, les tuiles poussées, là. Tu vois pas les jardins des gens, tu vois pas les petits détails, les petites marques sur les escaliers, tu vois rien du tout, en fait. Tu vois juste des feux, des panneaux, des voitures, de la carrosserie, c'est tout ce que tu vois. Puis tu vois le gros, tu vois l'ensemble. Quand tu marches, tu vois le détail. Complètement différent. Et au lieu de me dire, ah, c'est désagréable de ne pas avoir ma voiture, ah, j'en ai, là, je pourrais partir là-dedans. Mais au lieu de faire ça, je me suis dit, tiens, si je jouais le scénario de, je suis épanoui en tant que usager des transports en commun. Et c'est vraiment un autre espace mental, c'est tout. C'était juste de créer un autre espace mental. Et je me rendais compte que c'est facile, c'est même tentant de changer complètement son environnement dans lequel on est confortable, puis de d'un coup avoir un nouveau buzz qui est « Ah, je change tout ». C'était pas prévu, puis même ça peut le devenir volontaire. À la maison, on a toutes sortes de petites zones de confort. Et le jour où soit il y a un problème, moi j'ai toujours adopté comme attitude que quand je casse quelque chose, ah ben c'est parfait, c'est le temps de changer quelque chose. Si tu casses quelque chose, bon ben c'est parfait, vive le changement, on va changer. Puis quand il y a un désastre, genre l'autre jour j'ai fait tomber un immense truc de café, puis quand ça explose par terre, puis tu as à peu près un kilo de café qui fait chplou sous le frigidaire, sous le poêle, partout. Tu dis, ok, bon ben ça fait longtemps que j'avais pas nettoyé la cuisine à fond. C'est le temps de faire un bon ménage de cuisine. Puis en fait, ça prenait ça pour déplacer le frigidaire. Et là, tu découvres qu'il y avait plus que du café sous le frigidaire. Et tu sais, c'est juste un minding. La zone de confort, c'est faut pas qu'il y ait d'accident, je veux pas de problème, je veux pas que mes trucs se cassent, j'ai pas le temps de nettoyer sous le frigidaire. Mais c'est des petits détails. Mais ça relève de comment je pense par rapport à ça. Avant, j'avais beaucoup de difficultés à briser un objet auquel j'étais attaché. Et aujourd'hui, je célèbre la mort de la matière. Puis ça m'arrive régulièrement, je casse quelque chose, puis je me dis, bon, ben j'ai assisté à ta mort. Avec tout mon respect, je vais honorer ta mort. Parce que c'était maintenant, devant moi, tu es mort. C'est un moment important. C'est un objet qui a vécu 35 ans à la maison, que j'ai nettoyé, que j'ai vénéré, que j'ai adoré, que j'ai montré comme, regardez, c'est mon arrière-grand-mère. Puis un jour, l'objet meurt. Puis on peut déplorer cet acte avec toutes sortes de mots religieux, d'ailleurs, très souvent.
Mais ça sert à rien. ça va pas le réparer, on peut pas faire marche arrière. Il vient de tomber, il vient de se casser. Et moi, j'ai découvert, c'est une très belle attitude de dire, oh, il vient de mourir. Ben, c'était maintenant le temps de sa mort. Temps de passer à autre chose. Et de se dire, ça me libère. J'ai un objet en moins à épousseter à la maison. Formidable. Puis l'arrière-grand-mère, qu'est-ce que tu veux, elle peut l'accueillir au paradis, je sais pas, les petits morceaux, ben, qu'elle s'occupe de ça. Libérée de tout ça. C'est juste comment on y pense. C'est dommage des choses qui se brisent, des vêtements qui déchirent. Mais c'est juste comment on y pense. Alors ça, c'est vraiment des petits exemples. Mais des plus gros exemples, perte d'emploi, relations brisées, problèmes de santé, ça, c'est les plus grosses zones d'inconfort qui nous sont imposées par la vie. Mais comment est-ce qu'on va les aborder? Et la notion, c'est de se dire, comment est-ce que je peux me rendre confortable dans une zone d'inconfort? Moi, j'ai énormément d'empathie pour tous les gens autour de nous qui doivent subir des traitements pour un cancer. On le sait, quand tu as un verdict de cancer, là, tu pars pour une grande bataille. Tu pars pour autre chose qu'un rhume ou une petite verrue sur le doigt. C'est une grosse bataille. Plein de façons de l'aborder. Plein de façons de l'aborder. Et ça va dépendre de ma conscience. Comment est-ce que je vais aborder cette situation-là? Comment je vais l'amorcer? Et comment je vais me voir à travers ça? Et on sait que ça va être douloureux. On sait que ça va être très désagréable. Mais là encore, il y a des façons de faire en sorte que cette zone d'inconfort devienne une zone de confort. D'y voir qu'est-ce que je vais gagner. Comment je vais grandir à travers ça? Qu'est-ce que je vais remettre en question? Comment est-ce que tous mes paramètres de vie sont tout à coup redéfinis? Ok, c'est pas ce que j'avais souhaité. Je pensais aller au cinéma, en fait, pas du tout chez le médecin. Ok, c'est pas ce que j'avais planifié. Mais si la vie m'impose de reconfigurer complètement ma vie, est-ce que l'apprentissage du lâcher-prise, l'apprentissage d'accepter d'être aidé par les autres, il y a des gens qui veulent pas se faire aider. Et ils ont peur d'être malades parce qu'ils veulent pas que d'autres viennent leur donner un coup de main. C'est dommage. Mais c'est correct, ça les rend très inconfortables. Il y en a qui sont comme ça, ils supportent pas ou ils sont très mal à l'aise quand quelqu'un d'autre brise leur intimité. Ben, c'est le temps de lâcher prise, parce que quand tu es malade, les autres te voient de façon très vulnérable. Il y en a qui supportent pas d'être vus avec les cheveux un peu de travers. Ben, quand tu es malade, puis qu'on vient te voir dans ton lit, t'as pas l'air Miss Universe, là. Quand elle est malade, puis qu'elle a quand elle a aussi, comment on appelle ça, des maladies intestinales et autres, ben, elle a l'air moins Miss Universe. Hein? Quand tu as une gastro, ça cherchait le mot, quand tu as une gastro, Miss Universe avec une gastro, tu deviens pas mal madame tout le monde qui a une gastro. C'est une zone de confort qu'on doit quitter. Alors l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui va me donner la force d'être bien dans ma zone d'inconfort? Qu'est-ce qui va me donner la sécurité, de me sentir en sécurité dans cette zone d'inconfort? Qu'est-ce qui va me donner l'expérience d'être beau, d'être belle, même dans cette zone d'inconfort? Et qu'est-ce qui va me donner la garantie que même si j'échoue, c'est pas si grave que ça, afin d'être quand même capable d'accepter une zone d'inconfort? Et que même si je suis humilié, c'est pas si grave que ça. Et moi, on m'avait dit une formule aussi qu'on m'avait donnée une fois, c'est bien d'être humilié parce que ça te permet d'être vraiment humble. Tu échoues, c'est une perte. Tu échoues, c'est une perte. C'est ce qu'on dit souvent, ouais. Mais nous, on dit, échouer, c'est aussi un gain. Parce que si on est humble, à ce moment-là qu'on accepte notre échec, on vient de gagner en vérité, on vient de gagner en authenticité, on vient de gagner en courage, on vient de gagner en étant un modèle aussi, parce qu'on recommence, on échoue une fois, mais on peut, il y a un chou, il y a des choux, on peut en faire plusieurs des choux, donc on n'échoue pas toujours, quoi. Ça demande beaucoup de vision, et c'est pour ça que le passage d'une zone d'inconfort en zone de confort
ou de zone de confort en zone d'inconfort. C'est beaucoup basé sur comment je vois la chose. Et l'expérience qu'on a, c'est de se projeter dans des zones d'inconfort et d'essayer de se voir gagnant, de se voir victorieux, de se voir amélioré par cette zone d'inconfort. Et de se dire, OK, perdre ma coquille, me gonfler d'eau, c'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus confortable. Mais après, j'aurais la taille extra large chez les homards. Ça, c'est pas mal. Et quand j'aurai cette taille... moi, récemment, ma pensée qui me motive, c'est... Ça va pas être bizarre comme pensée. Je veux aider le Suprême à finir son travail sur moi. Et je me dis... Quand Dieu dit... Tu sais, ils disent des fois, Dieu nous a créé à son image. Je dis, ben, c'était son intention. Mettons que c'est ça qu'il voulait faire... Mais il n'a pas fini. Et moi, je me disais, en ce moment, mon but, c'est de coopérer à au moins faire en sorte que ce travail se termine. Et je me disais, toute ma vie a été investie dans la volonté de grandir spirituellement, de surmonter les obstacles, de vaincre mes faiblesses. Puis je me disais, ben, tu ne peux pas avoir investi autant de temps et de ne pas vouloir compléter le travail. Et je lisais une classe de notre aîné Daddy Yankee qui a 102 ans et toujours à la course. Et sa classe était tellement belle. Je lisais ça, je me dis, hey, elle a 102 ans. Là. Elle vient de faire un voyage Inde-Londres. Elle donne des classes tous les jours. Et ces classes ont une profondeur, puis elle est tellement parfaite à mon avis, parce que je la connais depuis 34 ans. Puis je l'ai vue nous pointer du doigt toutes sortes de choses, puis bon, réagir. Aujourd'hui, c'est une bombe d'amour qui arrive à formuler que des phrases vraiment d'abandon, d'être simple, d'embrasser l'amour, de tout laisser. C'est comme si elle nous disait, arrêtez là, vos petits trucs, de vous battre, de vous inquiéter. Non, juste l'amour. Fondez-vous dans l'amour. That's it. Et c'est tellement inspirant, je lisais ça, et je me disais, ok, ça j'ai envie de ça. Ça, je pense, ça me tente d'être comme ça. Mais ça demande un énorme... Il y a des carapaces que j'ai créées volontairement en y mettant mon nom, ma signature, mon identité, puis je suis comme ça, puis c'est ça que je suis. Puis là, elle me dit, il faut tout casser ça. Il faut en créer une nouvelle, qui s'appellera peut-être même plus Eric. Ouch, c'est dur ça. Et on a beaucoup, le symbole du Raja Yoga, c'est quoi? C'est se désincarner, quitter nos identités physiques, pour aborder une identité spirituelle. De dire, je ne suis pas un corps, je suis un être de lumière, une âme éternelle. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Quand on nous appelle monsieur, madame dans la rue, on se retourne. Si quelqu'un vous dit, hé l'âme, allez-vous vous retourner? Si quelqu'un vous voit passer, vous dit, hé belle âme, est-ce que vous allez vous sentir concerné? C'est une identité dans laquelle on se sent le plus confortable. Est-ce que si on perd notre titre, qu'on perd notre notoriété, qu'on perd notre apparence physique magnifique de nos 20 ans et de nos 30 ans, est-ce qu'on accepte ça? Et sortir de ces paramètres qui nous rendent finalement assez confortables dans ces petites zones-là, dans la spiritualité, on aime ça. On se dit, ben, sortons-y complètement. Définissons, je suis une âme éternelle, et moi, l'âme, ben, je dois aller dans une nouvelle zone, totalement différente. Et cette zone va me permettre de prendre le micro quand j'ai pas confiance en moi. Cette nouvelle zone va me permettre d'aborder une relation difficile et de dire les vraies choses, et de parler ouvertement, et de ne pas avoir peur. Et cette nouvelle conscience va me permettre d'affronter des situations de la vie en me disant que je ne suis pas seul. J'ai une force qui va m'aider. Cette force, il y a une force divine qui est là, mais il y a la force qui m'habite intérieurement, en laquelle j'ai de plus en plus confiance. Et cette zone de confort qu'on quitte nous amène dans une zone dans laquelle on crée un plus grand confort encore. Qu'est-ce qui fait qu'on est confortable dans des zones? C'est notre petit courage, notre petite patience, tout est petit. Puis on se dit, on est confortable là-dedans.
Mais il faut se dire qu'une zone d'inconfort, quand elle devient confortable, c'est que le courage est devenu un plus grand courage, puis que l'amour est devenu un plus grand amour, puis que le respect de soi, puis la capacité à gérer les difficultés, ben, tout ça a augmenté. Et quand tout ça a augmenté, je suis plus à l'aise dans une plus grosse zone. Et il y en aura encore une plus grosse après. Et le fait de continuer à aller d'une zone d'inconfort à une zone d'inconfort devrait nous donner le sentiment qu'on passe des examens, qu'on arrive à progresser, on arrive à faire des gains, et qu'on n'est jamais seul à travers ça. Il y a toujours des gens devant nous. Toujours des gens qui l'ont fait avant nous, non? Alors, c'est pas si compliqué que ça. Ils existent, les gens qui ont déjà défriché le chemin, qui nous attendent à l'autre bout en disant « Hey, viens, c'est pas si dur, tu vas voir, c'est pas si dur. » Moi, j'ai souvent amené des gens en promenade et souvent, je me trompais de chemin ou je leur disais « Ah, c'est une petite promenade, c'est sympa, vous allez voir, c'est pas trop long. » Puis je me rendais compte au fur et à mesure, je pense qu'on n'est pas du tout dans le bon chemin. Et mon mantra, c'était toujours « On y arrive, on y arrive, on arrive, c'est juste là, c'est juste... » Puis à la fin, il voulait me tuer parce qu'il me disait « Prochaine fois que tu me dis on arrive, là, tu nous as dit on y arrive pendant 3 heures. » Je dis « Ouais, mais c'est grâce à ça qu'on y est arrivé. » Si je vous avais dit dès le début « Oh, c'est encore très loin, on n'y arrivera jamais, c'est vraiment loin. » Vous auriez tous fait demi-tour. Mais parce que j'ai dit sans arrêt « On y arrive, on y arrive. » C'est juste là, on y arrive, on y arrive. Tu peux t'écarter encore plus. Oui, c'est tout à fait ce qui s'est produit. Ouais. On est arrivé pareil. Il faisait nuit, on était fatigués, morts. Mais j'ai des souvenirs de promenades dans les Rocheuses vraiment laborieuses. Mais ce sont devenus des promenades mémorables. On s'en est souvenu pendant des années. Qu'est-ce qu'on a accompli, tu te rends compte? On avait fait tout ça, on est arrivé sur le sommet, on est descendu. C'est arrivé la nuit, ben voilà. Quel est notre but dans le Raja Yoga? Devenir des héros et des héroïnes. C'est pas de devenir des gens ordinaires. C'est-à-dire la spiritualité veut nous donner la capacité d'être des gens extraordinaires. Être toujours positif, c'est extraordinaire. Être toujours bienveillant, c'est extraordinaire. En ce moment, je vois plein de gens partir à la retraite au travail et ils ont toujours le droit à ces moments glorieux, tu sais, où on oublie toutes leurs faiblesses. Là, tout le monde dit combien ils sont magnifiques et tout. Alors, ceux qui les connaissent bien écoutent. Les guides. Les Rocheuses, ça veut pas de guide. C'est moi qui m'improvisais comme guide. Ouais. C'est Ça faisait dur parfois, mais je sortais de mes zones de confort. Mais je pense là, je sortais tout le monde de leur zone de confort. Mais quand on entend des gens qui ont accompli une carrière, puis qu'on fait le résumé de ce qu'ils ont fait, on se rend compte qu'on oubliait tellement la valeur de l'individu. Et on était seulement dans une image très temporaire. On voyait juste la semaine qu'on a passée avec cette personne. Et c'est quand les personnes partent que malheureusement on se dit « Pourquoi j'ai pas pensé plus souvent à cette vue d'ensemble? Et peut-être j'aurais regardé cette personne différemment au quotidien. » Et de jamais oublier qu'un individu est plus grand que ce qu'il est aujourd'hui même. Tu sais, il est quand même une histoire. Et nous, on veut que notre histoire évolue d'un point de vue spirituel pour être capable de dire, bien écoutez, non, moi j'ai vaincu des faiblesses. Oui, j'ai été très arrogant. Oui, j'ai été très intolérant. Oui, j'ai eu beaucoup de colère. Aujourd'hui, j'en ai plus. Et ça demandait beaucoup d'efforts. Mais c'est ça qu'on a accompli. Et cet héroïsme spirituel, je pense qu'il est nécessaire dans le monde, mais 2, il est nécessaire pour nous parce que la soif qu'on a de paix, d'amour, de bonheur appartient à l'accomplissement d'un héros. C'est seulement les grandes âmes qui vivent la paix, l'amour et le bonheur de façon presque permanente. Donc il faut devenir ces grandes âmes. Et hier soir, on parlait des Mahatmas. Tu sais, quand on dit Mahatma Gandhi, Maha c'est grand, Atma c'est l'âme. Donc Mahatma Gandhi, c'est la grande âme Gandhi. Et moi je me dis, on devrait tous commencer à soi-même s'appeler, tu sais, Mahatma Sylvie, Mahatma Eric, Mahatma Christine. Juste pour voir comment ça résonne. Est-ce qu'on arrive à se sentir comme ça? Et c'est ça, se gonfler un peu, sortir de ses zones de confort. Et la zone de confort, des fois, elle est, oui, confortable,
mais elle est limitée. Et sortir de cette zone de confort, il faut que ça donne un enthousiasme de dire, regarde, j'ai envie d'aller dans la mer. Tu sais, tu peux nager toute ta vie dans une piscine, mais le jour où tu arrives au bord de la mer et tu regardes, waouh, ça c'est une grosse piscine. C'est autre chose, là. Et nager dans la mer, ben, oui, il y a des dangers, oui, c'est insécure. Il n'y a plus de maître nageur. Tu sais, là, t'es lâché lousse, il y a des requins, puis il y a des marées, puis il y a des vagues. Mais quel est le bonheur d'être dans l'océan versus dans une petite barboteuse? Alors, spirituellement parlant, on est où? Dans une piscine, une barboteuse, une flaque, ou dans l'océan? Et l'appel de l'océan est là. Et je pense que chaque âme doit ressentir intérieurement la petite flamme qui dit « Si jamais j'étais une grosse flamme ». Pas seulement une petite flamme, mais peut-être je suis une grosse flamme. Moi, quand j'ai commencé le Raja Yoga en allant en Inde, j'ai rencontré une âme vraiment, vraiment spéciale. Puis elle m'a dit « Toi, tu es quelqu'un de très courageux. » Puis moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit « Absolument pas. » Là, vraiment erreur sur... ça doit être un autre Eric avec un K à la fin, pas un C, mais de se tromper parce que vraiment, je sentais que j'avais tellement pas de courage. Et que c'était ça mon problème. J'avais toujours envie d'abandonner parce qu'il y avait toujours un manque de courage. Mais cette personne m'a dit ça avec une telle conviction, comme si c'était une évidence que moi seul n'avais pas remarqué. Puis elle me disait, tu es une âme qui a du courage. Et parce que tu as du courage, tu reçois toujours l'aide de Dieu. Puis ça m'a vraiment tellement marqué au début en me disant, ben, faux. Puis après, je me suis rendu compte, la première fois que j'avais envie d'abandonner mes efforts spirituels, c'est cette phrase qui m'est revenue. Elle me dit, ok, peut-être, ouais, j'ai du courage, moi. Et je ne sais pas si j'y croyais vraiment, mais la pensée a commencé à faire son effet. Et puis après, une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Puis souvent, je me disais, oh, non, j'ai vraiment pas de courage. Puis des années plus tard, un anniversaire avec des chiffres ronds là, qui sont toujours impressionnants, quelqu'un a fait déjà, comment on appelle ça, ce qu'on met sur la tombe, une épitaphe. À chaque gros anniversaire, c'est comme presque des épitaphes qu'on nous donne. Et là, quelqu'un a dit, Eric, c'est vraiment quelqu'un de tellement courageux. Puis je me dis, encore, hein? Il y a encore quelqu'un qui a vu ce que moi, j'arrive pas à voir. Et aujourd'hui encore, je dois me l'affirmer. Mais c'est ça la zone de confort qui doit être rendue confortable, ou la zone d'inconfort qui doit être rendue confortable, d'avoir le courage. Et pour moi, c'est toujours un acte de foi que d'aller dans des situations dans lesquelles j'ai envie d'abandonner, mais je me dis non, je suis capable. Et j'ai ce courage. Et là, je suis dans une zone d'inconfort. Mais je me dis, je suis pas seul. Puis j'ai eu cette bénédiction d'avoir eu du courage. Et chacun doit trouver qu'est-ce qui nous appelle en nous. C'est quoi cette petite flamme qui dit, je suis pas une petite flamme, je suis une grande flamme. Je suis pas une petite âme ordinaire, je suis une grande âme. Je suis pas quelqu'un de... Oui, on est tous ordinaires. Mais intérieurement, on est tous des êtres avec le potentiel de devenir des êtres extraordinaires. Puis être extraordinaire ne veut pas dire gagner une médaille olympique ou avoir le prix Nobel de la paix ou de quelque chose. C'est pas ça. Il y en a qui vont l'avoir. Mais être une personne exceptionnelle, c'est justement quelqu'un qui, dans les petites choses, arrive à faire en sorte que ça devient des grands moments. Qui ne voit pas les gens comme des petites personnes dans leur grande vie, mais des grandes personnes dans leur petite vie. Et quand on arrive à voir ça, je pense qu'on arrive à donner à la petite flamme l'expérience d'être une grande flamme. Et moi, je le dis souvent, les plus grandes personnes, c'est souvent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, c'est les grands-mères. Ce sont des grandes mères. Non, on n'a pas appelé nos grands-mères nos petites mères, non. On appelle ça des grands-mères, des grands-pères. C'est des gens qui ont grandi. Et je pense que souvent, c'est ça l'image des gens qui, dans la petite chose, en ont fait des grands moments. Et une grand-mère ou une personne qui a énormément d'amour transforme des moments tellement simples en moments tellement précieux. Et ça, c'est un grand pouvoir. Et quand je vois notre Daddy Janky, le nombre de gens envers qui elle a un impact, sur qui elle a vraiment un impact, pas en cherchant à en avoir un impact. Elle disait, moi, mon seul but, c'est que quand les gens viennent à moi, ils ne me voient pas, mais qu'ils voient Dieu.
Je dis, hey, OK. C'est un but assez différent de celui des gens qui d'habitude veulent que, en les voyant, les gens les voient. C'est les gens qui ont un gros ego comme ça. Ils veulent qu'on les remarque. Alors que là, elle a dit non, moi mon but, c'est d'être invisible. Et je veux que les gens devant moi fassent l'expérience de la présence de Dieu. All right. OK, je vais essayer. Daddy, on arrive. Ne pars pas, on arrive. On fait des efforts. On va y arriver. Mais est-ce que c'est pas une grosse zone d'inconfort? C'est-à-dire qu'on souhaiterait que notre relation avec les autres soit telle que les autres, en notre présence, OK, peut-être qu'ils n'ont pas une vision de Dieu, là, mais qu'ils aient au moins un sentiment de se voir eux-mêmes, d'être dans le bien-être, de se sentir inspiré, de se sentir libéré. Très fabuleux, non? Ça, c'est une grosse zone d'inconfort. Alors, je vais m'arrêter là, à moins que vous ayez des commentaires, ou des pensées, ou des idées, des homards, des poissons, des animaux qui... C'est devenu de moins en moins sportif, mes soirées. Hein. Avant, on était toujours dans le tennis. Maintenant, on est devenu zoologique, un petit peu... Moi, je fais un rapprochement entre ce que cette personne-là t'a dit à propos de ton courage et les cartes qu'on nous remet ici, qui sont toujours des pensées de cet ordre-là. Tu es une personne ouverte, tu reçois, tu donnes. Et à chaque fois, c'est un cadeau. Et en quelques années, j'en ai accumulé, j'en ai une belle petite boîte de ces cartes-là. Et c'est une des joies magique. de notre passage ici. Ceux qui sont en ligne, Sylvie fait référence aux cartes, qu'on appelle des fois des cartes de bénédiction d'ailleurs, c'est des affirmations. Moi j'ai un ami qui s'appelle Eric aussi, avec un K, et lui il a gardé ses cartes comme ça, puis il en a fait un montage, puis il les a encadrées, et c'est de toute beauté, c'est vraiment quelque chose. En fait, moi je les gardais pas avant d'avoir vu son cadre, et quand j'ai regardé son cadre, je me suis mis à les lire, en me disant, hey, c'est lui ça? Waouh! Tu sais, je me disais, voilà, au lieu de mettre sa photo dans un cadre, lui il a mis ses petites cartes, en disant, ben, c'est moi ça. Je suis une âme qui a du courage, je suis quelqu'un comme ça. Puis moi, je les ai toutes gardées. Maintenant, j'en ai beaucoup, mais ils sont là précieusement conservés. Une fois de temps en temps, je les offre en cadeau. Mais je rêve de faire ça aussi, un beau montage avec toutes ces cartes et de dire, voilà qui je suis. Accepter ces bénédictions. Moi, je dirais, il faut avoir toujours des objectifs, puis pas fixer des objectifs trop hauts. Toujours avoir des objectifs, pas les fixer trop haut, ce qui est très sage. Si on les met trop haut, c'est inatteignable. Hein. C'est très sage. D'autres pensées ou ça va, vous êtes confortable? Pas trop? Alors allons-y avec un petit moment de réflexion sur cela. Non, on commence par sentir que le corps est très détendu. Que toute mon énergie physique est paisible. Je peux respirer profondément. Apprécier toute la beauté de cette vie physique dans un corps. Toute la complexité de la nature, la merveille de la nature. Et d'être là dans un corps, de respirer.
d'être en vie, d'être conscient du monde qui m'entoure. J'ai ce sentiment d'être, de m'abandonner à la vie. Comme si la vie était une grande rivière. Et pour le moment, je me laisse aller dans la rivière. Je me laisse porter. Et je sais que la rivière connaît toutes les particularités du relief, des surprises, des obstacles et des zones plus calmes, des lacs qu'elle va traverser. Et je me laisse emporter par cette beauté de la vie. Juste de lâcher prise, d'avoir confiance, de savoir que la vie va m'apporter tout ce dont j'ai besoin et va m'amener là où je dois être. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à m'en faire, je me laisse aller. Je me laisse transporter. Et cette rivière de la vie est comme un chant, une douce mélodie qui passe par des moments plus forts, des moments plus de douceur. Et c'est la vie. Et c'est ce qu'on dit, c'est la vie. Cette rivière qui m'emporte. Ce chant de la terre. L'eau de mes émotions. La fraîcheur de l'air. Je me laisse emporter. Je suis le courant. Et je sais qu'ultimement, cette rivière m'amènera vers l'océan. Que ma destinée est plus grande que ce que je suis. Et qu'un jour, cette rivière se fondra dans l'océan. C'est ce que je ressens quand j'accepte la vie telle qu'elle est. Quand je me laisse emporter par le courant des événements et des situations de la vie. Je m'abandonne et je me jette dans l'océan, à bras grands ouverts, avec un cœur infini. J'embrasse le divin. Je plonge. Et j'accepte l'infini, l'illimité. Et je deviens océan. Comme l'âme qui devient lumière. Et la lumière qui rejoint la lumière. Un cœur qui touche un cœur. Un regard qui croise un regard.
Je laisse la vie couler en moi. Je laisse cette rivière me transformer en océan. Et j'accepte de laisser derrière tout ce qui appartient au passé. Alors que je n'étais qu'une rivière, je vois maintenant l'océan, l'immensité, cette vie infinie. Alors que mon cœur était tout petit, il devient immensément grand. Mes pensées s'évadent vers l'horizon. Ma conscience touche le ciel. Je me sens dépasser toutes les limites. Mon amour est pour l'humanité. Je ne suis plus centré sur moi-même. Je me suis abandonné. La vie s'occupe de moi. Je suis entre bonnes mains. Je n'ai pas peur. Et je plonge dans les profondeurs de l'océan. Je retrouve cette paix infinie, le calme, le silence. Ce silence puissant. Ce silence sur lequel tout repose. Toute la vie est née de ce silence. Et ce silence me ramène à mon essence, à ce que je suis véritablement, un être de silence. Une âme de lumière, un cœur en or, une perle au fond de l'océan. Alors, méditation aquatique. C'est pas, vous ressentez des fois en méditation, il y a des... Tu sais, je répète souvent, mais le mercredi, c'est juste qu'on joue avec les pensées. Le but n'est pas d'offrir de grandes vérités. C'est sûr, ça stimule, ça nous fait réfléchir. Mais le but était ce qu'on vient de faire. D'avoir suffisamment étiré l'esprit, la conscience, d'avoir suffisamment marché des pensées autres que c'est à quelle heure l'autobus, combien les chaussures, tu sais, sortir de certains univers pour essayer de déclencher une conscience comme dans la méditation.
où tout devient tout à coup au-delà des mots, au-delà des mots, au-delà du physique. C'est juste un état d'être. Le bonheur ne se définit pas. On est. L'amour, on a beau essayer, il ne se définit pas. Il est, point à la ligne. La paix, ça ne se définit pas, ça se vit. Et la méditation utilise plein de mots, mais après tous ces mots-là, ils deviennent une expérience, ils deviennent une espèce de... Honnêtement, pendant quelques minutes, je savais vraiment plus où j'étais. C'est comme... je me demande même comment je pouvais parler, parce que j'étais complètement dans un... J'avais l'impression d'être liquéfié. Je pense que c'était vraiment d'être liquéfié, d'être... il n'y a plus de mâchoire, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. C'était juste comme... On est une onde dans les ondes. C'est magnifique. Et je pense que être bien, être dans le bonheur, être en paix, c'est ressentir ça. Et être capable ensuite d'aller l'exprimer, d'aller le concrétiser dans nos sourires, dans nos poignées de main, dans nos hello, dans nos ok, dans notre façon de travailler toute une journée, dans notre façon d'aider les autres. Tout ça, après, c'est une manifestation du silence, de ce qu'on a ressenti. Et si on va se nourrir régulièrement dans cette expérience, on est capable de grandir, de devenir plus gros, plus grand. Alors, bonne descente de rivière, bonne promenade dans les océans. Et la semaine prochaine, on retrouve tous nos petits crabes, nos anguilles, les homards. J'essaie de vous en trouver des nouveaux pour la semaine prochaine. Je vais regarder un autre documentaire sur la nature.